Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Quel est le message derrière tout ça? Pourquoi 10 millions de Satoshi peuvent faire la différence en termes de liberté financière dans relativement peu de temps? Je vais tenter de l'expliquer dans cette vidéo, et je tiens à préciser que ce n'est pas un conseil en investissement, mais je considère que les mathématiques et l'objectivité devraient parler d'elles-mêmes, et à chacun et chacune de faire un choix. Pour prendre du recul, en février 2020, un BTC, un Bitcoin, s'échangeait à environ 9000 $. Aujourd'hui, il s'échange à 100 000 $. C'est environ 1000% d'appréciation en 5 ans. Et encore, en mars 2020, eh bien, un Bitcoin s'échangeait à moins de 5000 $, environ 5000 donc. Si on veut, c'est beaucoup plus que 1000% d'appréciation, en fonction de son point d'entrée. Lorsqu'il était à 9000 $, 0,1 BTC, donc 10% d'un Bitcoin, soit 10 millions de Satoshi, étant donné qu'un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi, il s'échangeait à 900 $ ce montant, 0,1 BTC. C'était clairement abordable pour n'importe qui. Aujourd'hui, 10 000 $ pour 0,1 BTC, ce n'est plus abordable pour n'importe qui. Donc à présent, projetons-nous un petit peu sur 5 ans par exemple. Donc, si Bitcoin maintient son rendement, son appréciation annuelle de 55% environ, de nouveau pendant 5 ans, donc de 2025 à 2030, ce qui est très probable en raison de l'offre qui ne fait que diminuer et de la demande qui ne fait qu'exploser, sans oublier d'autres facteurs comme l'effet cantillon, que j'explique dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je t'encourage vivement à aller la visionner car elle est fondamentale pour comprendre certains enjeux. Eh bien 0,1 BTC s'échangera à environ 90 000 $. Pour obtenir ce résultat, j'ai utilisé ce calculateur, il est dans la bio pour que tu puisses voir par toi-même. Tu pourras mettre l'appréciation annuelle que tu souhaites, le nombre d'années que tu souhaites et tu auras ton résultat. Maintenant, si on considère que pendant les 10 prochaines années, Bitcoin va continuer sur sa lancée de 55% annuel, 0,1 BTC s'échangera à environ 800 000 $. Et tant qu'on y est, si on parlait d'une retraite anticipée dans 15 ans, si de 2025 à 2040, l'appréciation annuelle est maintenue à ne serait-ce que 45% et non 55%, 0,1 BTC s'échangera à environ 2 600 000 $ US. Au-delà de ces nombres ridicules, dans le sens énorme par rapport à l'input de départ donc actuel, car 0,1 BTC aujourd'hui c'est environ 10 000 $, il y a l'aspect inconfiscable de Bitcoin, finalement son incensurabilité aussi. En effet, des millions de personnes à travers le monde augmenteraient drastiquement leur pouvoir d'achat, et le fait de ne pas détenir ces avoirs sur un compte en banque ou autre moyen non souverain pourrait embêter certaines entités bien décidées à maintenir la plèbe dans une précarité éternelle. En fait, selon moi, détenir 0,1 BTC ou davantage est une sorte de glitch dans la matrice du système monétaire fiat, le système de monnaie dette qu'on connaît actuellement, dirigé par les banques centrales de connivence avec les gouvernements et d'autres entités malveillantes. J'en profite donc pour dire que si un individu détient 10 millions de Satoshi, donc 0,1 BTC, sans les détenir sur un portefeuille à garde personnelle ou self-custody, c'est-à-dire en ayant créé soi-même le portefeuille avec la clé privée, cela revient à ne rien détenir du tout. Comme on dit, not your keys, not your coins. Il faut détenir ses propres fonds, ça fait partie de la philosophie du projet Bitcoin. Certes, c'est une responsabilité, parce que si on perd la clé privée, si on perd ces fameux 12 ou 24 mots, c'est fini. Mais c'est aussi saisir sa liberté pour de bon. Comme il est dit dans le livre Psycho-Cybernetics, par exemple, se focaliser sur les résultats positifs amène des résultats positifs. Cela ne veut pas dire de ne pas gérer le risque, et surtout ne pas avoir d'options, en définir à l'avance, mais c'est une des clés de la réussite dans n'importe quel domaine, à mon avis, and I can tell.
À présent, on pourrait se demander ce qui se passerait si on refusait d'embarquer dans cette fusée, ou si pour X ou Y raison, cela ne se faisait pas. Comme j'explique dans cette vidéo, les monnaies numériques de banque centrale ou Central Bank Digital Currency sont lancées dans plusieurs pays, d'ores et déjà lancées, ou en phase de test. Dans le cas de la France, nous allons y avoir droit à partir de novembre 2025, donc cette année, comme l'a annoncé notre chère Christine. Pour rappel, les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, sont un moyen pour ces dernières de traiter directement avec le particulier en pair à pair, j'ai envie de dire. Avec une technologie blockchain entre leurs mains et du code non open source, évidemment, les dirigeants auraient un pouvoir absolu sur la pseudo-épargne et les transactions en tout genre. Lorsque je parle du sujet, je cite souvent le cas de certaines villes chinoises dans lesquelles les péons expérimentent le cashless, c'est-à-dire l'impossibilité de retirer du liquide pour au moins avoir la main sur leur pseudo-monnaie. De ce fait, si les autorités décident de geler les fonds de tel ou tel individu pour X ou Y raison, cela se fait instantanément et il n'y a pas d'échappatoire, en tout cas pas d'échappatoire évidente. Il n'est pas insensé de mettre en garde sur ce scénario, après ce qu'il s'est passé aussi en 2020 et en 2021, partout dans le monde. Les individus au pouvoir ont montré leur malveillance et la plupart des gens, leur docilité quasi absolue, voire absolue. Néanmoins, il y a peut-être une troisième option. Acheter un terrain dans un pays considéré comme prometteur et plutôt safe, comme on dit. S'assurer qu'il y a un puits ou une source d'eau potable dans les environs, planter des arbres fruitiers et jardiner, sans oublier la source d'énergie à trouver et à exploiter également. Ce n'est pas impossible, loin de là, mais c'est un investissement considérable et un pari assez risqué, car si la situation dégénère dans la zone, pour X ou Y raison, soit on laisse tout derrière nous pour s'en sortir, soit on reste et on accepte plus ou moins son sort. Je dirais que l'idéal est l'option Satoshi, donc avoir son stack, son bag de sats sur son propre portefeuille à garde personnelle, plus la souveraineté des ressources, ou en tout cas un certain seuil. Je pense que c'est la démarche la plus pacifique aussi, du moins ce qui peut plus aisément mener à la paix. Parce que oui, là il ne s'agit pas de s'armer, il ne s'agit pas d'aller au cœur du conflit, non. C'est simplement entamer donc, ce chemin vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais, serein. Voilà. L'idée c'est la sérénité, là, pas le conflit ou quoi. Donc, bien sûr, tout cela ne verra peut-être pas le jour, on n'en sait rien, mais il vaut mieux prévenir que guérir. La cryptographie a été créée pour des soucis d'anonymat et de préservation des libertés, il faut le rappeler, ce qui est d'ailleurs bien décrit dans Digital Cash de Finn Broughton. Je ferai une vidéo bientôt dessus, d'ailleurs, grâce à l'anthologie thématique que je réalise sur Patreon. D'ailleurs, abonne-toi pour ne pas louper ça, et tu as le lien dans la description pour aller voir tous les livres. Maintenant, si tu commences à voir la lumière, comme dirait Fred Krueger, pose-toi la question suivante. Si tu disposais de 100 000 $, tu achèterais tout de suite un bitcoin, ou tu attendrais qu'il s'échange à 200 000, 300 000, 500 000, 1 million? J'aime bien la phrase suivante. N'attends pas pour acheter du bitcoin, achète du bitcoin et attends. Si tu souhaites, tu peux très bien accumuler 0,1 BTC en plusieurs fois aussi, en mettant par exemple 500 $ par-ci, 500 $ par-là. Au bout d'un moment, tu finirais probablement par atteindre le palier des 10 millions de Satoshi. Parce qu'à l'heure actuelle, 500 $, donc ça fait à peu près 500 000 Satoshi. Mais cela reste un palier. L'idée est d'en accumuler autant que possible tant qu'on en a le pouvoir. C'est un moyen d'épargne. Bitcoin est le meilleur moyen pour préserver son énergie et son temps à l'heure actuelle, et c'est ce que l'on appelle de l'épargne, c'est ça. Donc il n'y a pas de plafond. Il ne s'agit pas de se dire bon, on va atteindre tant et on s'arrête là. Non. Tant qu'on travaille, tant qu'on ajoute de la valeur, tant qu'on a une activité, on dépense forcément de l'énergie et du temps, donc c'est forcément l'occasion de procéder. Donc gardons en tête une chose, l'offre de BTC est mathématiquement finie, c'est
code is low, c'est dans le code, et l'offre des monnaies fiduciaires est infinie. C'est pourquoi on parle de l'infini divisé par 21 millions. Parce que des dollars US, des euros, je ne sais quoi d'autre, il y en a une quantité illimitée, tandis que les BTC, il n'y en a pas plus de 20 999 980 quelque chose. Ce sera tout pour cette vidéo. J'évite en tout point d'être toxique, même si parfois je me dis que ça pourrait peut-être éveiller certains, dans le sens où faire un peu de rentre dedans. En tout cas, je te souhaite de passer à l'action dès que possible, si tu as suffisamment compris les enjeux. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à ta liberté. C'était Guillaume de la blockchain.